diplomates accrédités au Mali réitèrent leur engagement à poursuivre leur partenariat avec notre pays et souhaitent la paix et la stabilité. C'était lors de leur présentation de vœux au président de la transition, le colonel Assimi Goïta, en réponse rassure quant à la poursuite des objectifs et la consolidation des acquis. De conseils de cabinet à la primature, les membres du gouvernement ont examiné les dossiers sur l'occupation illicite des logements sociaux et l'exploitation irrégulière de nos forêts classées, une séance présidée par le Premier ministre. Maliens, Guinéens et Burkinabés font front commun contre le terrorisme. Les ministres des Affaires étrangères des 3 pays en transition se rencontrent à Ouagadougou pour unir leurs voix afin qu'elles portent sur le plan sous-régional et international. Le sommet a démarré aujourd'hui même. On fera le point avec nos envoyés spéciaux. Hajj 2023 nous coûtera au cours de ce journal le directeur général de la Maison du Hajj, Dr Abdul Fattah Sissé, qui vient de boucler une visite de travail en Arabie Saoudite. Il nous donnera des précisions quant au montant à débourser cette année pour le Hajj, le quota de pèlerins réservé pour le Mali et bien d'autres informations. Séisme ou tremblement de terre, la chronique Un jour une formule s'y consacre ce soir. Sori Ibrahim Keïta, de plein pied dans l'actualité, nous expliquera le phénomène qui fait d'innombrables victimes en Turquie et en Syrie présentement. Merci de nous suivre. Bonsoir à tous. Présentation de vœux au palais de Koulouba. Le président de la transition a reçu ce matin les vœux des diplomates accrédités. Ils sont venus non seulement réitérer leur engagement à poursuivre leur partenariat avec le Mali, mais aussi et surtout souhaiter la paix et la stabilité. Ces partenaires du Mali se disent impressionnés par l'hospitalité des Maliens et appellent à un front commun pour la lutte contre le terrorisme. Ils ont fait part des progrès pour le retour à l'ordre constitutionnel qui reste une préoccupation majeure. Le président de la transition, en réponse, a rassuré pour la poursuite des objectifs et la consolidation des acquis. Sira Bachili pour les précisions. Des diplomates reconnaissants et fascinés par l'hospitalité légendaire des Maliens. Face au président de la transition, il l'exprime de vive voix et sans détour avec une note positive quant à la conduite du processus de transition et au dévouement de ce peuple pour sa souveraineté. Les partenaires du Mali souhaitent le voir stable et apaisé. Hospitalité légendaire qui est l'identité de peuple vivant de Mali. Certes meurtrier par cette guerre barbare imposée, mais décidé à rester debout comme lui dicte son histoire glorieuse. La lutte contre le terrorisme exige plus d'efforts et d'engagement de notre part. Aucun État ne peut faire face tout seul à cette menace. L'évolution de cette crise sécuritaire démontre suffisamment qu'il s'agit d'une affaire qui ne concerne pas que le Malien et le Mali. Nous apprécions à leur juste valeur la montée en puissance, la détermination et l'engagement des forces armées maliennes dans le maillage sécuritaire des territoires. Certes, la tâche est ardue, mais avec la vision, la volonté et la détermination dont vous faites preuve avec votre Premier ministre et l'ensemble des membres du gouvernement, nous demeurons confiants. Confiant donc avec le constat de la voie tracée pour le retour à l'ordre constitutionnel, le doyen du corps diplomatique de poursuivre sur l'adoption de la loi électorale, l'installation des membres de l'EJ, l'autorité indépendante de gestion des élections et la finalisation de l'avant-projet de constitution. Le progrès étant dans la diversité des opinions, les diplomates appellent à la recherche des voies et moyens pour l'édifice d'un Mali nouveau, uni et réconcilié. En réponse, le président de la transition a renouvelé ses félicitations aux nouveaux ambassadeurs et représentants des organisations internationales avant de faire cas des défis multiples liés à la bonne marche de l'action publique. C'est avec beaucoup d'attention que j'ai écouté votre discours qui aborde les aspects importants de l'action publique au Mali, marqué par le saut de la refondation de l'État, du recouvrement progressif de la sécurité au progrès réalisé par le relèvement économique et social de notre pays, en passant par la mise en œuvre du processus de paix au Mali ainsi que les avancées politiques institutionnelles que vous avez si justement soulignées.
il reste évident que les défis auxquels les Maliens font face sont multiples et complexes. Je m'associe volontiers à votre constat qui établit que la lutte contre le terrorisme appelle à des efforts convergents, y compris la communauté internationale. Dans cette action commune, le Mali demeure déterminé à honorer sa part, toute sa part de l'effort collectif afin de réduire la menace des attaques terroristes et obscurantistes. Les attentes des Maliens sont rappelées par le président de la transition, attentes partagées par les partenaires. Et le colonel Assimi Goïta l'apprécie dans le contexte d'un partenariat gagnant-gagnant. Nous nous inscrivons dans une dynamique cohérente d'appropriation nationale des initiatives engagées en mettant au centre de l'action publique le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques et des choix des partenaires opérés par le Mali, la prise en compte des intérêts vitaux du peuple malien dans les décisions prises. Rien de plus, mais rien de moins. C'est bien cela que les Maliennes et les Maliens attendent de leur autorité. À ce jour, je me réjouis de plus en plus que nos partenaires internationaux et amis comprennent et adhèrent à cette exigence légitime. Consolidation des acquis et concrétisation des engagements. Le président de la transition rassure quant au retour à l'ordre constitutionnel. Le chef de l'État dit comprendre l'appel à l'unité qui est plus qu'une nécessité dans le contexte actuel du Mali. L'année 2023 sera celle de la consolidation des acquis politiques et institutionnels enregistrés durant la précédente. Et conformément à sa démarche consensuelle, participative et inclusive, le gouvernement travaillera à poursuivre la mise en œuvre des réformes politiques et institutionnelles initiées et qui consistent en l'application sans détour de la volonté des Maliennes et des Maliens largement exprimée durant les assises nationales de la refondation. L'ambition de la transition est de mettre en place les bases solides en vue de renforcer le processus démocratique par la consolidation de l'état de droit, de poursuivre les efforts de redressement de l'économie et d'intensifier les actions orientées vers l'amélioration des conditions de vie des populations. J'ai entendu avec beaucoup d'intérêt votre appel en faveur de l'unité entre tous les filles et fils de notre pays, y compris dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger. Hommage a été rendu aux victimes civiles et militaires, toutes nationalités confondues, tombées pour le Mali. Minata Samate Sessouma, commissariat à la santé, aux affaires humanitaires et au développement social de l'Union africaine, est reçu en audience par le président de la transition. Il conduit au Mali une visite de terrain afin de constater de visu les besoins humanitaires et sociaux des populations. L'objectif est d'apporter l'assistance de l'Union africaine aux efforts du gouvernement pour soulager les populations vulnérables. Minata Samate Sessouma s'exprime à sa sortie d'audience au micro de Ibrahima Traoré. Nous sommes venus rendre compte à son Excellence de la mission que nous avons effectuée ici au Mali. Nous sommes arrivés il y a quelques jours de cela en mission humanitaire. Nous sommes allés à Gao, nous sommes allés à Menaka pour toucher du doigt la réalité du déplacement forcé sur le continent africain et échanger avec les populations, échanger avec les autorités maliennes et les partenaires bilatéraux et multilatéraux pour voir comment l'Union africaine peut soutenir la République du Mali dans ses difficultés. Et cela aussi fait suite à la mission du président Faki, en solidarité avec le Mali, en soutien aux autorités de la transition dans cette difficulté de gestion de la problématique du déplacement forcé et aussi une mission d'écoute. Habituellement, lorsque nous sommes sur le terrain, nous avons les ambassadeurs avec nous. Les ambassadeurs ont des sous-comités et nous avons un sous-comité des réfugiés, des personnes déplacées internes et également des rapatriés. Et là, je suis avec Madame l'ambassadeur de Gambie qui représente ce sous-comité.
La solidarité doit être d'abord africaine et la mission nous donnera l'occasion dans quelques jours de sensibiliser les ministres qui auront leur conseil exécutif et par la suite la conférence des chefs d'État et de gouvernement sur la nécessité de soutenir les pays qui sont en difficulté. Concrètement, de quoi s'agira-t-il en termes de soutien après votre constat sur le terrain? Il y a une promesse qui a été faite au Mali et cette promesse sera concrétisée. Et nous avons des partenaires aussi qui sont engagés avec nous, qui ont demandé que nous soyons là pour voir comment ces partenaires aussi peuvent soutenir. Et on a quelque chose dans la cagnotte. Nous allons voir avec le gouvernement, avec les pays du Sahel, pour ces pays qui ont accepté de contribuer, voir comment nous pouvons accompagner le gouvernement malien dans la prise en charge des personnes déplacées internes. Oui, elle vient de nous le dire, Madame Sissouma. L'Union africaine veut renforcer la coordination de la réponse dans les régions de Gao et de Menaka et créer une synergie d'action entre les acteurs pour faciliter l'accès humanitaire aux populations en besoin. La délégation a reçu également par le Premier ministre un commentaire signé à Lucine Touré de la presse de la Primature. Les missionnaires de l'Union africaine ont visité les régions de Gao et Menaka pour toucher du doigt les réalités humanitaires dans ces deux régions. Il ressort de leur constat que le besoin humanitaire est pressant, mais les actions du gouvernement sont appréciables. Nous sommes là pour toucher du doigt la réalité parce que nous sommes dans les préparatifs du sommet. En mi-février, on aura le conseil exécutif de l'Union et le sommet les 18 et 19. C'était pour nous l'occasion de venir et de voir ce qui se passe pour le terrain et voir qu'est-ce que l'Union africaine aussi peut faire pour accompagner les autorités maliennes. Et je voudrais, Excellence, Monsieur le Premier ministre, vous féliciter. Vous, votre gouvernement et l'ensemble des acteurs maliens pour ce que vous faites. Mon équipe était sur le terrain ici. Ils sont allés à Senou, à Zantigela et ils ont pu aussi visiter des sites de personnes déplacées au niveau de Bamako. Nous avons pu nous rendre compte que les besoins sont énormes et ça fera partie de nos batailles. Je disais, la solidarité doit être d'abord africaine. Le chef du gouvernement a salué l'engagement de l'Union africaine aux côtés de notre pays et sa convergence de vues avec le Mali concernant le besoin humanitaire. Notre gouvernement ne cesse depuis son arrivée de faire de l'action humanitaire une de ses actions les plus importantes. En plus de la guerre physique que nous faisons et du redéploiement de l'administration, nous savons qu'une grande partie de la population concernée par le terrorisme a besoin d'aide humanitaire. Et cette humanitaire, je suis très heureux que vous ayez constaté la même situation et surtout que vous êtes prêts à nous appuyer dans sa mise en œuvre. L'Union africaine et le Mali, plus que jamais déterminés à agir ensemble de concert pour relever le défi humanitaire causé par le terrorisme et la criminalité transfrontalière. Voyons toujours avec la presse de la Primature les deux conseils de cabinet présidés aujourd'hui par le Premier ministre. Ils concernaient l'occupation illicite des logements sociaux et de leurs sites et l'exploitation irrégulière des forêts classées. L'attribution frauduleuse de logements sociaux à des individus et l'occupation anarchique du site des logements sociaux constituent des préoccupations d'importance que le gouvernement voudrait faire cesser. Les discussions ont permis de déterminer des pistes de solutions qui seront examinées par le Conseil des ministres. Le premier problème concerne l'attribution frauduleuse à quelques centaines de nos concitoyens de logements sociaux. Cette attribution frauduleuse, certes, a défrayé la chronique, mais très tôt, nous avons pris les mesures nécessaires, à savoir la poursuite en justice des auteurs et complices de ces attributions. Aujourd'hui, le dossier est pendant devant la justice. Il s'agissait de faire le point de l'évolution de ce dossier au niveau de la justice. Le deuxième problème
concerne les constructions illicites sur les sites des logements sociaux. Là, ce sont des autorités, notamment des représentants de l'État, des maires, qui ont effectué des attributions de terrain sur les sites des logements sociaux, des attributions irrégulières à des concitoyens de bonne ou de mauvaise foi. La réalité est qu'aujourd'hui, le site des logements sociaux est considérablement agressé. L'autre sujet à l'ordre du jour du deuxième conseil de cabinet est l'occupation et l'exploitation frauduleuse de nos forêts et de nos cours d'eau. Là aussi, le gouvernement a réfléchi à des propositions de solutions à déposer prochainement sur la table du Conseil des ministres. Nous avons constaté ces derniers temps que des étrangers venus d'ailleurs, en complicité avec des Maliens, prennent en otage nos forêts et avec des équipements sophistiqués pour la recherche d'or, avec des produits chimiques qui sont vraiment cancérogènes et qui peuvent nuire à la santé de nos populations. Ensemble, nous avons décidé de mettre en place un comité interministériel composé des juristes de ces différents ministères afin que très rapidement nous puissions revoir nos textes et qu'un décret approprié puisse être pris pour que plus que jamais nous puissions accepter à ces conditions-là. Ces deux sessions permettront à coup sûr de mettre sur pied une législation ou du moins d'améliorer les textes en vigueur en matière de répression de la violation de nos espaces publics. À Koulouba, suite des travaux de plénière de la 3e session de la 6e mandature du Conseil économique, social et culturel, aperçu de la tracasserie routière cas du Mali, présenté par le Conseil malien des transporteurs routiers CMTR. Mamadou Fani pour les explications. Ouverte le lundi dernier, cette 3e session ordinaire de la 6e mandature du Conseil économique, social et culturel a pour thème transport et sécurité routière, un problème de sécurité publique et de gouvernance, défis et perspectives. La plénière de cette session a suivi avec intérêt une présentation du CMTR sur un aperçu des tracasseries routières cas du Mali, un phénomène qui constitue un frein au développement du secteur des transports. Les tracasseries routières causent des pertes en termes de temps, en termes de moyens financiers, et en termes de mauvaise perception de l'image du pays. C'est une opportunité énorme que le Conseil économique, social et culturel nous a offert. Nous pensons qu'avec leur apport, leur plaidoyer, les pouvoirs publics vont vraiment encore redoubler d'efforts pour qu'on puisse éliminer ce fléau-là. La plénière a aussi entendu une communication du Conseil malien des chargeurs relative au rôle du Conseil et ses préoccupations actuelles. Nous avons eu à parler de la politique de transport, de la sécurité routière, du transport aérien, du transport fluvial, du transport ferroviaire. Tous les pans ont été développés. Pensons comme au ministère des Transports et des Infrastructures que la session a été positive. Pour ce qui concerne les chargeurs, c'est l'évocation des normes. Et pour ce qui concerne les transporteurs routiers, c'est un problème de professionnalisme. Ces deux communications sont donc à l'origine de réflexions qui vont être approfondies certainement à partir du lundi dans les travaux en commission pour remonter à ce fait des recommandations et des propositions pertinentes destinées à apporter en tout cas les améliorations au fur et à mesure. Ces différentes interventions ont permis d'édifier les membres du Conseil économique, social et culturel sur l'ampleur des tracasseries routières au Mali et les mesures à prendre pour réduire cette situation. On note une innovation à cette session qui est la participation du Conseil scientifique du Mali pour la première fois. Maliens, Guinéens et Burkinabés mettent dans la mer pour faire face à l'ennemi commun, le terrorisme. À Ouagadougou, Burkina Faso, ouverture des mini-sommets Mali-Guinée-Burkina Faso. Plusieurs rencontres de haut niveau et une audience à la présidence du Faso sont à l'agenda. La fin des travaux sera sanctionnée par une déclaration commune des 3 ministres des Affaires étrangères de Ouagadougou. Le compte-rendu de la journée avec nos envoyés spéciaux, Dougoufana Traoré, Brahima Koulibaly. C'est une journée bien remplie pour les ministres des Affaires étrangères du Mali, du Burkina Faso et de la Guinée,
Une journée marquée par plusieurs rencontres de haut niveau avec à la clé une audience à la présidence du Faso avec le président de la transition burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré. Si les ministres à leur sortie d'audience n'ont pas voulu s'exprimer devant la presse, c'est par une déclaration commune des chefs de la diplomatie des trois pays que les travaux du mini-sommet Mali-Guinée-Burkina Faso ont pris fin. Nous sommes ici dans le cadre de consultations avec nos collègues du Burkina Faso, mais aussi de la Guinée, sur des sujets d'intérêt commun. Nous voulons profiter de la belle hospitalité du Burkina Faso et pouvoir vraiment travailler ensemble à resserrer des liens de fraternité et de solidarité qui ont toujours existé entre nos peuples et pouvoir aussi travailler dans la vision de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition et chef de l'État du Mali, du président du Faso, mais aussi de son Excellence le colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition et chef de l'État de la Guinée, et dire que nous allons travailler dans le cadre de cette vision-là pour faire avancer les relations qui existent entre nos pays et contribuer aussi à l'essor de des questions qui préoccupent nos populations. Tôt dans la matinée, une première séance de travail a réuni les trois délégations au ministère des Affaires étrangères du Burkina Faso. S'en sont suivis d'autres rencontres à l'abri de l'œil indiscret des caméras. À noter que la rencontre tripartite Mali-Guinée-Burkina Faso entre dans le cadre des consultations politiques sur des sujets d'intérêt commun. Il s'agissait notamment, selon le ministre des Affaires étrangères du Mali, Abdoulaye Diop, de se resserrer les liens de fraternité et de solidarité qui unissent les trois pays conformément à la volonté de leurs chefs d'État respectifs. Retour au Mali, le commandant de la région militaire numéro 7 et chef secteur 2 de l'opération Maliko, le colonel Abdoul Samba Silla, à Tessalit. Objectif, visite au détachement de la localité. Le reportage de la DIRPA avec la voix de Aliou Idrissa Maïga. En se rendant à Tessalit, le commandant de la région militaire numéro 7 et chef secteur 2 de l'opération Maliko voulait s'enquérir des conditions de vie et de travail des hommes sur le théâtre des opérations, s'assurer de la poursuite des missions régaliennes, mais aussi écouter les préoccupations des éléments afin d'apporter des solutions adéquates. J'ai jugé nécessaire aujourd'hui de me rendre à Tessalit pour m'enquérir de l'état moral de ma troupe, de la collaboration avec la population. J'ai quand même trouvé ici présent une troupe bien engagée à accomplir les missions qui leur seront assignées. Une troupe qui prend en compte aussi la population comme étant un élément capital. La visite de terrain a été mise à profit par le chef du secteur 2 de l'opération Maliko pour prodiguer des conseils à la troupe et lancer un appel à l'endroit de la population. Il faudra que la population de Tessalit sache que les problèmes sont sus, les solutions auxquelles ici d'appliquer, nous les ferons sans esprit de recul. Après les honneurs militaires, la délégation est allée à Amachache à la rencontre des notables et des autorités communales. Elle les a rassurés de l'accompagnement de l'armée pour renforcer la sécurité et la paix à Tessalit. Quand tu n'es pas en sécurité, tu ne vas pas penser à la santé, tu ne vas pas penser au développement. Mais alhamdoulilah, aujourd'hui, nous sommes en sécurité. Nous vivons ensemble, il y a une cohésion sociale. C'est une première pour nous. Donc l'occasion se présente pour nous de dire certaines de nos doléances. Il y a un manque total de tout ce qui est nécessaire pour vivre ici. Donc on n'a pas l'eau, on n'a pas d'électricité, les structures sanitaires manquent, vraiment on souffre. Nous demandons aux autorités de nous venir en aide. Après les échanges avec la population de Tessalit, le COM-secteur a visité les différents postes de sécurité avant de rendre visite au contingent tchadien de la MINUSMA basé à Tessalit. Dans un communiqué déposé à la rédaction, le ministre du Travail, de la Fonction publique et du Dialogue social invite les nouvelles recrues ayant terminé leur formation militaire au camp de Bafo, dans le cadre du service national des jeunes, à se présenter sans délai aux différentes directions des ressources humaines sectorielles pour les dispositions à prendre en vue de leur affectation dans les différents services de l'administration générale. Le ministre s'est compté sur la bonne compréhension
de tous. Célébration de la Journée internationale de l'éducation, le système éducatif malien au service d'un pays ami et sécurisé est le thème national de l'édition de cette année. Retrouvons Fadema Keïta. Conformément au thème national, le système éducatif malien au service d'un pays uni et sécurisé, des communications animées par d'éminents panélistes sont au centre des échanges, à savoir le système éducatif malien à l'épreuve de l'insécurité et du terrorisme, la question de l'éducation en situation d'urgence, le rôle de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle dans la consolidation de la paix et la réconciliation au Mali. Ces thèmes s'articulent très bien avec les priorités du moment. En effet, le système éducatif malien devrait concourir à édifier des sociétés résilientes, pacifiques, inclusives et où le rôle central des enseignants pour la transformation de l'éducation est reconnu et valorisé. Donc, au nom du groupe de dialogue éducation-formation professionnelle, l'UNESCO et tous les partenaires techniques et financiers s'engagent à accompagner le gouvernement du Mali pour la réalisation des objectifs de l'agenda 2030, du PRODEC 2, du CRED et du cadre stratégique de la refondation de l'État qui recommande l'appropriation des valeurs morales et sociétales du Mali à travers l'éducation. Des défis comme l'insécurité qui a occasionné la fermeture de plusieurs écoles, la pandémie du Covid-19 sont en passe d'être relevés. Entre 2018 et 2019, le taux d'achèvement au premier cycle s'est amélioré de 3 points, soit de 47% à 50%, pour ensuite diminuer de 7 points en 2020, soit de 50 à 43%. Il s'est amélioré en 2021 de 51% et 2022 pour atteindre 54% pour le niveau national. Il en est ainsi de même pour l'achèvement du cycle scolaire des filles et celui des garçons sur la même période. Le gouvernement attache du prix à l'éducation non formelle et au recrutement massif d'enseignants de qualité. Grâce aux efforts fournis par le gouvernement du Mali, avec l'accompagnement des partenaires dont j'apprécie la collaboration à sa juste valeur, le problème d'insuffisance d'enseignants connaît une amélioration remarquable. Le nombre d'enseignants augmente d'année en année au fondamental 1. Il est passé de 65 933 en 2018 à 72 254 en 2022. De 2018 à 2022, le nombre de personnels enseignants a augmenté de 6 321. L'éducation est un droit fondamental pour tous. La Journée internationale de l'éducation est non seulement un espace d'évaluation des activités réalisées, mais aussi d'invite à une plus forte implication des citoyens qui doivent suffisamment être informés, éduqués et formés sur le rôle d'un nombre important d'intellectuels dans un pays en voie de développement. Gouvernement malien et système des Nations Unies en visite sur les sites des déplacés internes dans la région de Ménaka. Échange avec les responsables administratifs et locaux sur les questions humanitaires et sécuritaires au cœur du séjour. Compte rendu, Mohamed Lamine Maïga, Ibrahim Ag Amini. La visite de cette délégation, conduite par le ministre délégué auprès du ministère de la Santé et du Développement social, chargé de l'action humanitaire, de la solidarité, des réfugiés et des déplacés, rentre dans le cadre d'une évaluation de la situation humanitaire de la région de Ménaka. La mission, c'est au nom du président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, qui nous a instruit d'anticiper par rapport à l'ensemble des crises humanitaires qui peuvent survenir dans notre pays. Cette ville de Ménaka a été éprouvée et qui a engendré beaucoup de déplacés internes et du coup une crise humanitaire s'en est parvenue. Donc pour apporter une réponse idoine, nous avons décidé d'amener l'ensemble des acteurs concernés afin non seulement d'échanger avec les acteurs locaux, mais aussi échanger avec la population concernée. La mise en œuvre du plan humanitaire de 2023 offre l'occasion à tous les acteurs de coordonner les activités et de faire le point des difficultés. Nous sommes là pour vous assurer que, au nom du système des Nations Unies, au nom des ONG qui sont aussi dans l'équipe humanitaire pays et au nom des partenaires de développement des donateurs, nous continuerons à être à vos côtés et en même temps, nous souhaiterons, comme l'a dit le ministre, de travailler tous ensemble sous le leadership du gouvernement pour vraiment qu'on ait un niveau de cohésion sociale beaucoup plus élevé pour qu'on évite encore ces conflits qui amènent les gens à se... Le coordinateur humanitaire
s'est ainsi engagé dans un plaidoyer pour la population de la région de Ménéka. Le ministre assure que le plus petit village ne sera pas oublié. 19e session ordinaire du conseil d'administration de l'Agence des technologies de l'information et de la communication AGETIC. Sorana Kamisoko, reportage. Conformément à sa mission, l'Agence des technologies de l'information et de la communication AGETIC a pu interconnecter à ce jour plus de 500 structures au niveau central et déconcentré. Un résultat obtenu grâce à la mise en œuvre de son projet Intranet, principale information donnée au cours de cette 19e session du conseil d'administration de l'AGETIC. Compte tenu de l'importance que le gouvernement accorde à ce projet majeur, j'exhorte l'ensemble des équipes de mon département et notamment l'AGETIC à nouer une fructueuse coopération avec les autres départements ministériels afin de permettre rapidement l'informatisation et l'interconnexion de l'ensemble des services de l'État, tout en évitant les risques et les inconvénients d'une administration à deux vitesses. Nous sommes à plus de 70% de réalisation de nos activités au titre de l'année 2022, malgré les difficultés du moment. En ce qui concerne 2023, nous avons un défi majeur à relever. Il s'agit de l'année de rapatriement de la gestion technique du nom de domaine qui a été rapatrié depuis 10 ans. Et ça serait effectif, Inch'Allah, à partir du 17 mars 2023. Pour l'année 2023, l'AGETIC se dote d'un budget prévisionnel de plus de 2,8 milliards de francs CFA. Concernant le projet de programme d'activité 2023, il a été élaboré en mode de budget programme et conformément aux tests organiques, aux objectifs définis dans le programme du département dans le cadre de la mise en œuvre des actions prioritaires retenues dans le programme d'action gouvernementale. Dans ses axes 3 et 4, le plan d'action de la refondation de l'État par 2022-2026 et le plan d'action prioritaire du gouvernement de transition 2022-2024. Ce programme, une fois validé, permettra à l'AGETIC de poursuivre le développement et le déploiement des outils, la formation et l'assistance des utilisateurs sur les applications déjà développées au bénéfice des usagers. Hajj 2023, je vous propose à présent d'écouter le directeur général de la maison du Hajj, Dr Abdul Fattah Sissé, nous parle de sa visite de travail en Arabie Saoudite. Il en ressort que les autorités maliennes et saoudiennes sont en phase pour l'organisation du Hajj 2023. Il est au micro de Fousseini Tunkara. Suite à une mission qu'on a effectuée la semaine passée en Arabie Saoudite, après une négociation avec les Saoudiens, et le prix de Hajj cette année pour la filière gouvernementale est fixé à 4 166 425 francs CFA. Ça, tout frais compris, c'est-à-dire les charges saoudiennes. Les charges saoudiennes, c'est la prestation Mina, Arafat, Muzdalifa, le transport terrestre, le visa, l'assurance et les charges fixes, qui est la restauration et l'hébergement à la Mecque et à Médine. Pour les privés, ils ont fixé leur prix qui est le 4 675 000. Voilà, le quota du Mali cette année est 13 323 pèlerins. Mon message à l'endroit de l'ensemble des candidats au pèlerinage, le Hajj se prépare en amont. Donc, la maison des Hajj reste toujours ouverte, le guichet unique reste fonctionnel, les formations sont en cours et ça va continuer dans les jours à venir. Voilà, cette année, tout ce qu'on doit payer en matière de prestations, ça a été payé jusqu'au dernier centime. Personne n'a un franc avec le Mali cette année, alhamdoulilah, Dieu merci. C'est l'année où les autorités saoudiennes, ils ont même classé Mali parmi les premiers pays africains en matière d'organisation des Hajj. Ça a été dit officiellement. Parce que tout ce qui a été fait, c'est grâce à l'accompagnement, c'est grâce à l'effort fourni par le gouvernement de la transition.
Mission de supervision de l'application des mesures prises par le gouvernement pour atténuer la hausse des prix des produits de première nécessité. Le directeur général du commerce, de la consommation et de la concurrence, Boukadari Doumbia, est sur le terrain. Il est dans la région de Bougouni. Jafar Aïdara, correspondance. La présente mission s'inscrit dans le cadre de la sensibilisation et le renforcement des capacités des opérateurs économiques au respect des textes régissant le commerce en vue de la stabilisation des prix des produits de première nécessité. Au cours de cette rencontre, les échanges ont porté sur le circuit de distribution, les règles de la concurrence, des pratiques commerciales frauduleuses et le dispositif de surveillance de marché. La visite du directeur général, vraiment ça nous a beaucoup ravis parce que ce qu'on ne connaissait pas vraiment, on a connu beaucoup de choses à la suite de cette réunion. Les plafonds du gouvernement sont restés par nos détents parce qu'on nous dit de vendre le sucre Soukala à 600 francs et l'importer à 650. Si les prix restent comme ça, il n'y a pas de problème pour le moment. La farine, en tout cas, la farine est un peu à la hausse par rapport au prix du gouvernement. Sur les autres produits, vraiment, ça va. Le camion qui est présentement là est en chargement pour destination Bamako. Nous avons d'autres aussi clients qui sont à Bamako, qui sont aussi des grossistes, qui en réalité exportaient vers Caille. Même à cause de l'interdiction, de la suspension de l'exportation, le marché s'est ralenti. Donc nous sommes obligés vraiment de vendre seulement aux industriels. Rarement nous arrivons à approvisionner les fournisseurs parce qu'ils n'ont pas la possibilité d'exporter. Cette rencontre a permis aux participants d'être outillés et informés sur le circuit de distribution, les rapports commerciaux entre les opérateurs économiques et les consommateurs dans les transactions, le dispositif de surveillance du marché. La mission a pris fin par la visite de quelques magasins de Bougouni. Deuxième édition de la bourse aux céréales à Sikasso. Le rendez-vous d'affaires a permis d'amasser plus de 143 000 ventes directes, 22 ententes et 10 signatures de contrats formels, soit un chiffre d'affaires de près de 215 millions de francs CFA. Moussokoro Sélémé, Suleiman Bamba, compte rendu. Initiée par Fédvefetu Mali Seguyegiwa, zone sud, cette deuxième édition de la mini-foire au céréales se veut un espace idéal d'amélioration des revenus des acteurs du marché à travers l'établissement d'un partenariat commercial de proximité gagnant-gagnant entre organisations de producteurs de céréales, commerçants et unités de transformation. Nous avons effectivement tiré les leçons de la première édition et nous avons effectivement travaillé à renforcer les capacités des acteurs en termes d'estimation du coût de production et aussi des négociations. Donc nous avons voulu vraiment créer ce cadre de proximité entre les producteurs et les unités de transformation qui sont aujourd'hui des gros demandeurs en céréales. Le rendez-vous d'affaires enregistre ainsi la participation de plus d'une trentaine d'organisations de producteurs, 9 commerçants céréaliers et près d'une vingtaine d'unités de transformation venus montrer leur savoir-faire. L'édition 2022 se tient à un moment où les plus hautes autorités du pays réduisent les exportations de céréales pour renforcer la sécurité alimentaire. Les céréales constituent l'une des principales sources d'alimentation de nos ménages et un important levier d'amélioration des revenus de nos communautés. Je demande aux acteurs de prendre au sérieux et de veiller au respect des engagements pris durant ces rencontres. Le Sikasso est habitué à consommer les produits frais du champ, à la cuisine du champ, à la table à manger. Et pourtant, il y a des périodes pour ces produits frais. Mais avec la transformation, ces produits, on peut les avoir sur toute l'année. La deuxième édition de la mini-foire aux céréales de Sikasso aura permis de réaliser 22 ententes et 10 contrats formels pour un chiffre d'affaires de près de 215 millions de francs CFA. Une belle affaire. Les populations de la commune de Bambara-Maoudé viennent d'organiser une grande manifestation de soutien au président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Najim Baba Sissé nous en dit plus. Les populations de la commune de Bambara-Maoudé soutiennent les actions de la transition. C'est à la faveur d'une manifestation populaire initiée par les élus locaux visant à redorer le tissu social et assurer la cohésion et la communion entre les enfants de la commune. Le lieu est opportun pour nous, population de Bambara-Maoudé, qui aspirons à la paix et la cohésion entre tous les enfants du Mali, de reconnaître et de féliciter le courage et le patriotisme des plus hautes autorités de la transition. Courage et patriotisme
qui se transmettent à travers les 3 principes qui guident l'action publique éduqués par son Excellence Assimi Goïta, à savoir le respect de la souveraineté nationale, le respect des partenaires et choix stratégiques du Mali et la prise en compte de l'intérêt supérieur du peuple dans toutes les actions. EMA est une plateforme qui, comme je l'ai si bien dit, soutient les efforts de la transition à travers surtout la ligne tenue par le président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta. Nul ne peut contredire le fait qu'il n'est pas dans un autre calcul, il n'est pas dans un autre schéma. Son seul schéma, c'est de donner au Mali sa vraie valeur d'antan, à travers la sécurisation, à travers l'engagement de nouvelles réformes qui pourront changer, qui pourront amener au développement et au bonheur de ce pays. Pour l'autorité administrative, ces occasions sont des moments de communion entre les populations. Cette cérémonie a également servi comme une rencontre entre les leaders communautaires de la région de Tombouctou et de Todéni, dans un cadre vivre ensemble, dans un même terroir, et de préserver la cohésion sociale entre les populations, ce qui cadre parfaitement à la vision des plus hautes autorités du pays. La finale de la Coupe Bilal Ould Tahar Drissi, parrainée par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a été un moment de brassage entre les jeunes de la commune. Elle a opposé Darnem en blanc au FC Dad en bleu. Score final, 1-0 en faveur d'Arnhem qui a brandi le trophée de cette première édition. Cette rencontre a été un moment de cohésion sociale et de solidarité entre les jeunes de cette contrée, longtemps soumis au joug des forces du mal. La chronique Un jour, une formule se penche sur séisme ou tremblement de terre, un phénomène qui fait la une de l'actualité mondiale aujourd'hui au vu du nombre très considérable et encore indéterminé de ses victimes en Turquie et en Syrie. De quoi s'aimer le tremblement de terre dans l'opinion publique, suscitant l'intérêt de la chronique du jeudi Un jour, une formule avec Souri Ibrahima Keïta. Si ce n'est pas encore l'apocalypse décrite par certains livres saints, c'est tout comme. En tout cas pour la Syrie et la Turquie, où le bilan encore provisoire dépasse 20 000 morts. Séisme, tremblement de terre nous a vraiment tués. Pour comprendre ce que c'est qu'un séisme, il faut remonter à ce qu'on appelle la tectonique des plaques ou la dérive des continents. Les séismes se forment à la rencontre de différentes plaques. Vous savez que la lithosphère est composée de 15 grandes plaques tectoniques qui sont posées les unes à côté des autres. Et ces plaques-là sont séparées par des failles. Et ces plaques-là sont déposées sur ce qu'on appelle le magma. Un tremblement de terre est une secousse plus ou moins violente du sol. Une secousse du sol résultant de la libération brusque d'énergie accumulée par les contraintes exercées sur les roches. Il peut avoir 4 origines. Rupture d'une faille ou d'un segment de faille, il s'appelle alors séisme tectonique. Intrusion et dégazage d'un magma. Il se nomme en ce moment séisme volcanique. Craquement des calottes glaciales se percutant dans la croûte terrestre. Il se détermine du coup séisme polaire. Ou, quatrième origine, explosion, effondrement d'une cavité. On l'appelle alors séisme d'origine naturelle ou dû à l'activité humaine. Vous savez que la Terre est composée de 3 grandes couches. La première couche, c'est la couche superficielle qu'on appelle l'écorce terrestre. Et après, il y a le manteau. Et après le manteau, il y a ce qu'on appelle le magma et le noyau, qui est formé d'une couche épaisse, une lave. C'est-à-dire c'est de la roche liquide qui est en ébullition. Et ces différentes plaques-là se forment au niveau de la lithosphère, qui sont posées les unes à côté des autres. Et ces plaques-là sont animées par des mouvements de divergence, des mouvements de convergence et des mouvements qu'on appelle des mouvements transformants. Et ces plaques-là se frottent les unes contre les autres. Et lorsque ces frottements-là atteignent une certaine intensité qu'on appelle magnitude,
ça peut se ressentir sur la surface terrestre. Si la magnitude est de l'ordre de 2,50 à 5, on parle de magnitude faible ou moyenne, c'est-à-dire que le ressenti n'est pas assez fort, mais quand ça va au-delà de 5, on a des ressentis beaucoup plus violents. Le séisme devient violent et avec les conséquences comme ce qui se passe actuellement en Turquie et en Syrie. Ces tremblements interviennent dans ces zones de jonction de ces plaques. C'est le séisme de 1755 à Lisbonne qui est à l'origine de la naissance de la sismologie. Pour autant, le débat qu'il suscite ne fait pas progresser la connaissance de la genèse du phénomène. Au stade actuel des études, l'Afrique se révèle l'enfant béni ou gâté de la nature, même si l'on sait qu'une certaine exception guinéenne a existé dans les années 80. Si nous prenons le cas du Mali et de l'Afrique en général, le continent africain n'est pas exactement sur une zone de rencontre de deux plaques. Ce qui fait qu'on est à l'abri des séismes violents. Maintenant, il y a la plaque atlantique qui passe dans l'océan Atlantique, qui est loin des côtes africaines, les côtes occidentales africaines. S'il y a un phénomène de séisme qui se produit dans l'océan, on peut ressentir les effets, mais ça ne sera jamais des effets très violents. Et on sait exactement où les séismes peuvent se produire actuellement dans le monde. On le sait. Pour le reste, ce n'est peut-être pas encore la fin du monde, mais le courroux de la nature semble nous projeter quelques séquences du long métrage supposé de l'au-delà. Rien que les évoquer, on provoque séisme ou tremblement de terre. Et cela s'appelle piscose. Que l'Afrique reste bénie donc. Nous avons ce communiqué donc une importante délégation du bureau exécutif national de l'URD conduite par son président honorable a été reçue par une forte délégation de l'Alliance pour la République APR conduite par son président au siège de l'APR 6 à Yirimadio. Cette rencontre s'inscrivait dans le cadre du raffermissement des liens d'amitié et de fraternité entre les deux formations politique autour des sujets d'intérêt commun concernant la vie de notre nation confrontée à une crise multidimensionnelle dans un contexte mondial marqué par une conjoncture multiforme. Après un large tour d'horizon sur les sujets évoqués, les deux délégations ont relevé leur convergence de vues sur les solutions à apporter aux multiples défis auxquels notre pays est confronté. Et ce tout communiqué, une délégation du bureau exécutif national de l'Alliance pour la solidarité au Mali, convergence des forces patriotiques, conduite par son deuxième vice-président Badara Aliou Berté, a été reçue par une délégation de l'ADEMA Parti africain pour la solidarité et la justice, ADEMA PSJ, dirigée par son président, le professeur Marimantia Diarra, à son siège à Bamako-Koura, en commune 3 du district de Bamako. À l'issue d'échanges francs et très ouverts sur toutes ces questions, il s'est dégagé une convergence et une identité de vue entre les deux formations politiques. Donc les deux formations politiques se sont notamment accordées sur la nécessité de créer les conditions de renforcement de leurs relations et au-delà de travailler à la création d'un grand regroupement politique et électoral autour de l'ADEMA PSJ en vue de porter ensemble un projet structuré, cohérent pour le Mali. Bientôt sera lancé au Mali un processus d'accréditation des établissements de santé. La procédure qui s'inscrit dans une démarche qualité est une des nouvelles dimensions de la mission confiée à l'Agence nationale d'évaluation et d'accréditation des établissements de santé. Je vous propose d'écouter Sekouli Fadjadji. Oui, je dis bien Fadjadji Touré. Il est l'invité de la semaine ce soir sur notre antenne. Il répond aux questions de Yaya Konati. Au jour d'aujourd'hui, quand même, nous avons pu élaborer les outils d'accréditation par rapport au niveau des CESCOM, comme on appelle les centres de santé communautaires. Voilà, donc nous allons commencer à appliquer à ce niveau, mais étant entendu que tous les autres niveaux
seront concernés, que ce soit les hôpitaux de district sanitaire qu'on appelle communément CCRF, même s'ils ont été transformés en 2018 en hôpitaux de district sanitaire. Nous allons élaborer des outils pour les hôpitaux de 2e, 3e et voire même 4e référence qui est déjà en vue. Mais aussi, le privé aussi aura ses propres outils. Est-ce que vous allez commencer déjà à évaluer les CESCOM parce que vous avez déjà terminé avec ces outils, ou vous allez attendre d'élaborer l'ensemble des outils pour commencer la dimension accréditation? Non, nous allons commencer avec l'accréditation des CESCOM et bien entendu, en fait, il y avait déjà cette dynamique avant qu'un service ne soit créé, effectivement avant que cette mission ne soit confiée vraiment à un service public de l'État. Il y avait déjà des idées de projets qui ont été conçues au niveau de la Direction générale de la santé, mais sur la base de ça, nous allons essayer d'aller vers l'accréditation des 45 CESCOM. L'invité de la semaine après les informations météorologiques. Ce qui nous amène à faire le point Covid de ce 9 février 2023. 4 cas positifs, 2 guéris, 0 décès. 24 personnes sont sous traitement. Pour vous protéger les autres, suivez les mesures de prévention et faites-vous vacciner. Avant de boucler ce journal désormais disponible dans vos kiosques à journaux, 2 nouvelles parutions d'informations générales. La première s'intitule Al-Kalam, un hebdomadaire bilingue en français et en arabe, un journal du groupe L'Arcom. Il est cédé à 300 francs CFA. Et vous avez Le Devoir, c'est le nom de la seconde parution à retrouver dans vos kiosques également. Un hebdomadaire aussi. Cette nouvelle publication traite entre autres l'actualité politique, juridique et sociale. Al-Kalam et Le Devoir désormais dans vos kiosques. Demain, 13h, retrouvez Abdoulaye Sako. À 20h, Salimata Dao. Un grand merci à nos téléspectateurs de Bambara Maoudé et de Tombouctou, c'est au Mali. Je vous dis à très prochainement. Bonsoir à tous.